Cela s'est passé pendant 2 jours à La Haye, aux Pays-Bas, en octobre 2016. Un procès a été organisé contre Monsanto, la multinationale championne toute catégorie des OGM. À l'époque, on avait publié dans Mediapart un long reportage sur ce tribunal populaire et on a voulu revenir quelques mois plus tard sur cette expérience inédite pour essayer de tirer des leçons politiques de ce type d'activisme en compagnie de 2 co-organisateurs du tribunal populaire. Émilie Gaillard, vous êtes maître de conférence en droit privé à l'Université de Caen. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit une thèse sur le droit des générations futures. Et à vos côtés, Arnaud Apothécaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un militant anti-OGM, vous êtes passé par Greenpeace et vous êtes aujourd'hui administrateur du CRIGEN, une association qui produit de l'expertise sur les OGM et les pesticides. Alors, pour présenter l'expérience à des gens qui n'ont jamais entendu parler de ce tribunal international Monsanto, il faut peut-être commencer par dire que ce tribunal n'est pas vraiment un tribunal d'opinion, comme par exemple le tribunal Russell sur la Palestine. C'est quelque chose d'un peu différent, Émilie Gaillard. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu plus qu'un tribunal d'opinion. C'est quand même un tribunal qui est mis en place par la société civile et qui se revendique comme tel. Un tribunal extraordinaire, pour faire la comparaison avec les tribunaux ordinairement mis en place entre les États ou par une organisation internationale. Et la spécificité de ce tribunal d'opinion, c'est qu'il y a vraiment des questions juridiques très détaillés, que l'on appelle les termes de référence, qui sont disponibles sur le site internet du tribunal Monsanto, qui posent des questions juridiques à des vrais juges, en tout cas des personnalités du monde judiciaire, la plupart à la retraite, dont une qui est toujours en activité en Argentine. C'est ça, donc il y avait 5 magistrats. Argentine, Mexique, Belgique, Sénégal et Canada. C'est ça, d'accord. Alors, pour avoir une idée un peu globale, je crois qu'il y avait 28 témoins à peu près. Alors des témoins, ça veut dire à la fois des experts, mais aussi des victimes et des proches de victimes qui ont témoigné à la barre pendant ces 2 jours. Je me souviens d'agriculteurs colombiens qui ont raconté notamment des épandages aériens du Roundup de Monsanto sur leurs terres. Il y avait des mères de famille en France ou en Argentine qui sont venus témoigner aussi qui avaient été exposés à des pesticides pendant leur grossesse et qui ont témoigné des malformations de leurs enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé pour sélectionner ces différents témoins qui ont fait toute la valeur de ce procès? La tâche était assez complexe, non pas pour identifier certains témoins spécifiques, parce que malheureusement, et c'est une triste constatation des co-organisateurs de ce tribunal, c'est que des témoins, il y en a des dizaines et des centaines, en fait, des activités de Monsanto, aussi bien les PCB que le Roundup, que le Lasso. Donc finalement, nous avons sélectionné des témoins que nous connaissions déjà ou que certains membres du comité d'organisation connaissaient, des gens qui avaient pris position, des gens qui avaient une façon de s'exprimer, des paysans qui avaient une histoire spécifique à dire, mais qui est en fait représentative de milliers de victimes. Alors on a pris 28 parce qu'il fallait bien s'arrêter quelque part. Sur presque tous les continents. Oui, les auditions ne duraient que 2 jours, mais il y aurait eu la matière de faire des semaines, voire des mois d'audition, vu le nombre de témoins. Alors maintenant, nous espérons que les témoins que nous avons mis en avant, non pas parce que c'était telle ou telle personne, mais parce qu'elle exposait un problème spécifique, et bien nous espérons que les résultats de ce tribunal permettront à ces témoins d'obtenir justice à un moment ou à un autre. Alors une des contraintes, j'imagine, sur le nombre de témoins, c'est aussi les questions de budget, puisqu'il a fallu faire venir énormément de monde des 4 coins de la planète, donc cette ville de La Haye. Un budget d'à peu près, pour donner une idée, c'est quand même 500 000 €, je crois, vous m'aviez dit à l'époque. Oui, globalement, c'était 500 000 €. Comment on fait pour financer, depuis la société civile, une telle opération d'envergure comme ça? C'est un travail colossal, non? J'allais dire oui, c'est un gros travail. C'est un gros travail d'autant plus que ce tribunal Monsanto, enfin le comité d'organisation, était fait de bénévoles, donc pas de professionnels de la collecte ou d'autres choses. Il y a maintenant des systèmes dits participatifs où on peut sur Internet demander au public d'aider sur un projet spécifique. Nous avons fait cela, nous avons travaillé avec d'autres associations qui ont repris ces demandes sur leur site ou qui ont elles-mêmes contribué. Et enfin, des acteurs de l'agriculture biologique ont contribué aussi. Ça a été j'allais dire, une source de cauchemar.
d'un certain point de vue, d'arriver à obtenir cette somme, et y compris à temps, parce que... Et là, le bilan, c'est que vous êtes à l'équilibre ou vous avez perdu... Non, nous sommes juste à l'équilibre. Et je dirais, puisque si on doit maintenant s'attaquer aux suites du tribunal, nous aurons besoin de nouveau de faire de la collecte afin que cette opinion juridique puisse être diffusée et utilisée, mais on va y revenir. On va en parler, oui. Je voulais quand même revenir sur un point dur, difficile de ce tribunal. C'est évidemment, vous vous attaquez à Monsanto, mais Monsanto n'était pas présent. Ça a été une stratégie. Vous le saviez dès le départ. Comment ça s'est passé? Vous avez fait des demandes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour essayer de le faire? Il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est on ne s'attaque pas à Monsanto. On pose des questions juridiques. C'est comme un cas pratique d'école qu'on donne à des étudiants en droit, mais c'est des vrais juges avec des vrais cas. Alors, c'était quoi les questions juridiques? Alors, il y avait 6 questions juridiques que vous retrouvez dans les termes de référence qui concernent grosso modo l'atteinte au droit à la santé, au droit à l'alimentation, au droit à un environnement sain, à la liberté scientifique. Il y a un questionnement de droit pénal international pour savoir si on pourrait estimer que Monsanto, en fournissant l'agent orange à l'armée américaine, se serait rendu complice de crimes de guerre. Mais bon, ça, on est un peu dans du prospectif, on marge du droit positif, c'est-à-dire qu'on s'autorise un exercice au-delà du droit actuel, puisqu'à l'heure actuelle, seules les personnes morales comme Monsanto ou les entreprises ne sont pas poursuivies pour crimes de guerre. Et la dernière question, qui est vraiment du droit prospectif, qui vise à faire progresser le droit international, c'est la question de la reconnaissance du crime d'écocide. Donc voilà, pour faire simple, les 6 premières questions qui sont posées. On va revenir en détail sur écocide, parce que ce n'est pas un concept juridique évident et que tout le monde connaît pour l'instant. Alors effectivement, il y a eu ces 2 journées en octobre. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle qu'il y a un reportage qui a été publié en longueur sur le site de Mediapart et on aura le lien sur cette vidéo. Et ensuite, en avril 2017, donc il y a quelques semaines, les magistrats ont rendu un avis. Qui est là. Voilà, que vous avez, alors qui est disponible sur le site du tribunal. Oui, qui en plusieurs langues, qui est traduit. Oui. Alors là, on a besoin de vos lumières un peu. Est-ce que vous pouvez... donc nous résumer un peu le contenu de cet avis et nous dire un peu, alors peut-être qu'on commence par les choses les plus simples sur les questions du droit à la santé, droit à l'alimentation et tout. Qu'est-ce qu'ont estimé les magistrats? Bon, alors déjà il y a un résumé qui est aussi disponible sur le site internet, donc ça il est tout à fait disponible. En fait à chaque fois les magistrats ont répondu de la même façon, en 3 temps. Premier temps, quel est l'état du droit international actuel sur le droit à l'alimentation, le droit à un environnement sain, la liberté scientifique, etc. Sur les 6 termes de référence que j'ai évoqués tout à l'heure. Dans un second temps, ils mettent en perspective ce droit, existant ou en devenir, avec les témoignages qui ont été fournis au tribunal. Et dans un troisième temps, ils établissent un raisonnement juridique, donc c'est un raisonnement juridique clé en main qui est fourni à la société civile, et c'est là tout l'intérêt de ce tribunal Monsanto, parce que c'est un vrai raisonnement juridique qui est finement tissé sur du vrai droit international, et aussi qui s'ouvre à du droit qui a vocation à advenir, tels que les principes directeurs concernant la responsabilité des entreprises. Pour faire simple, ces principes directeurs qui sont reconnus notamment au sein des Nations Unies, les États s'engagent à les faire respecter, donc à terme, les multinationales et les entreprises doivent les appliquer. Donc vous voyez, c'est un peu à plusieurs niveaux. Alors, de manière générale, déjà, sur les droits fondamentaux, le droit à la santé, le droit à rien, ils estiment qu'il y a un impact négatif, pour le dire très clairement, de Monsanto, qui a été démontré pendant ce tribunal populaire. On est d'accord là-dessus? Exactement. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important de dire au niveau du langage que l'on emploie. Le tribunal n'a pas condamné Monsanto, n'a pas constaté de violation des droits de l'homme, mais au vu des témoignages, on n'a pas de pouvoir d'investigation dans ce tribunal. Monsanto ne s'est pas présenté, comme vous l'avez dit, pourtant on l'a invité. Il prône le débat, mais au vu des éléments factuels et du droit existant, une analyse juridique aboutit au constat objectif que les activités telles qu'elles sont réalisées à l'heure actuelle ont des impacts négatifs sur ces différents droits fondamentaux. D'accord. Et alors, le point intéressant ou nouveau aussi, c'est cette question de l'écocide. Alors, là-dessus, est-ce que vous pouvez... Donc, je crois qu'il y a une définition qui est fournie par les juges, qui est le fait de porter une atteinte grave à l'environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable le bien commun et les services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils estiment donc qu'il y a Monsanto est reconnu coupable
d'écocide dans ce tribunal ou pas? Déjà, l'écocide n'existe pas à l'heure actuelle, mais il y a une forte fervence à la fois de la société civile internationale que des juristes, et pas que français, pour faire advenir ce crime d'écocide. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il n'a pas de raison d'être. Et le cas Monsanto a d'autant plus d'importance théorique et pratique qu'en éclairant avec ce concept d'écocide. Est-ce que l'on appauvrit la biodiversité? Est-ce que l'on anéantit les services écosystémiques qui sont nécessaires? Est-ce que, à terme, on porte atteinte aussi aux droits des générations futures et aux droits fondamentaux à venir des êtres humains à venir sur le droit à la vie, le droit à l'alimentation, etc. Et donc le tribunal a estimé qu'effectivement les activités pouvaient être reconnues. Si un jour ce crime d'écocide venait à être consacré en droit international, eh bien on pourrait estimer que ces activités seraient constitutives d'écocide. Arnaud Apothécaire, là-dessus, vous trouvez que ce concept juridique est stimulant aussi Oui, je crois qu'aujourd'hui on se trouve, et ce tribunal Monsanto en fait est venu de la constatation que c'est une entreprise multinationale qui fait des dégâts qui ne sont pas à un seul endroit, qui ont des impacts sur l'ensemble de la planète. Toute la planète est en quelque sorte contaminée, atteinte par les activités de Monsanto. Si on prend simplement l'exemple du Roundup, c'est un herbicide qui est utilisé sur toute la planète. Il contamine les sols, les eaux, les plantes, l'atmosphère, y compris nos propres cellules. De nombreux tests montrent que nous tous contenons, en quelque sorte, avons du glyphosate dans nos propres cellules. Alors après, on se pose la question, est-ce que c'est grave ou pas? Mais personne n'a demandé à avoir du glyphosate sur la cellule. Moi je n'ai pas demandé à Monsanto d'avoir un peu de glyphosate dans mon organisme. Et comme ce glyphosate est vu maintenant comme un cancérogène probable, qu'associé avec les surfactants, ça donne cet herbicide Roundup qui a des conséquences multiples, on peut considérer que le Roundup est effectivement un outil de l'écocide. Et jusqu'à présent, il était impossible pour des victimes de trouver le moyen de poursuivre ces compagnies parce qu'effectivement, il y aurait besoin d'une cour internationale pour juger des activités des entreprises internationales. Donc, une des solutions, un des moyens d'arriver à plus de justice environnementale et à faire cesser les atteintes aux écosystèmes de ces compagnies, c'est de pouvoir les juger pour écocide. Et ce qu'ont dit les juges est un encouragement majeur à pousser les gouvernements à introduire la notion d'écocide à la Cour pénale internationale. Et est-ce que, parce que ça j'ai du mal à le comprendre, donc ça émane quand même d'un tribunal populaire, on l'a dit, assez particulier, mais un tribunal populaire, et en même temps il y a plein de procès en cours d'individus contre Monsanto un peu partout dans le monde, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce texte peut servir dans des procès en ce moment? Est-ce qu'il a déjà servi? Est-ce que ça a une valeur auprès des juges qui sont saisis dans le cas? Ce texte n'a pas une valeur normative, puisque ce n'est pas un texte réglementaire, ni un texte de droit en tant que tel, ni un texte de loi. En revanche, tout l'argumentaire qui est utilisé, en quoi les activités de Monsanto portent atteinte à des droits humains, peuvent être utilisés, bien entendu, dans tous les procès qui ont lieu en ce moment ou qui auront lieu dans le futur. Moi, je voudrais faire remarquer, j'ai été très impressionné, j'ai assisté à un procès peu de temps, une semaine seulement après le procès de Monsanto, et là c'était un vrai procès, si je puis dire, devant de vrais tribunaux. Eh bien, la juge a posé la question à un des témoins, avez-vous entendu parler du tribunal Monsanto et de l'opinion du tribunal sur la liberté de recherche académique? C'était un chercheur qui poursuivait des adversaires en diffamation. C'était juste une semaine. Ça montre que cette opinion a une valeur au niveau des juges. Et je sais que d'autres procès sont en cours sur des questions de pesticides où clairement les avocats ont l'intention d'utiliser un certain nombre d'arguments développés par le tribunal international Monsanto dans leur plaidoirie. Alors je voudrais quand même, je suis désolé de revenir là-dessus, mais il y a deux faiblesses, ou en tout cas, je voudrais vous questionner là-dessus. L'absence de Monsanto, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure, donc j'y reviens. Est-ce que vous reconnaissez que c'est quand même un point faible de cette expérience? Est-ce que vous pensez que ça affaiblit la portée de ce travail? Et est-ce que vous pouvez nous raconter tout de même, voilà, vous avez plusieurs fois essayé de les convaincre de venir, il me semble. Est-ce que vous pouvez un peu raconter? Je comprends tout à fait et je pense que c'est important effectivement de revenir dessus. Mais au final, l'absence de cette entreprise à ce procès n'est pas si problématique que ça parce que c'est un avis consultatif. Ce serait un débat
ou comment dire, une procédure plus en responsabilité pénale, etc., là, ça ne vaudrait rien. C'est parce qu'on chercherait une décision. Sans contradictoire, ça ne vaut rien. Or, c'est un avis consultatif. Si je devais caricaturer, c'est comme si, moi, en tant qu'enseignant, je donne un cas concret à mes étudiants et je leur demande d'appliquer un raisonnement juridique à partir du droit. Et c'est ça qu'on a demandé. Et si vous voulez, les auditions, c'est juste pour donner un peu de matière factuelle à une réalité extrêmement complexe. Et le droit commence à composer avec la complexité. Pour composer avec des dommages collectifs et complexes, il fallait donner cette vue d'ensemble. Même les journalistes, en sortant de ces 2 journées du tribunal Monsanto, ont eu accès à cette vision globale qui est extrêmement difficile d'avoir sans ces audiences. Et donc, avec les documents qui ont été remis au juge, c'était déjà suffisant. Effectivement, si Monsanto avait été présent, ça aurait donné une autre dimension. Et là, on aurait été dans un débat contradictoire et peut-être que la décision aurait été rendue plus tard. Ils n'ont pas choisi de venir. Mais en soi, je ne pense pas que ce soit une faiblesse. Je précise juste, hein, donc ils ont répondu, il y a eu un communiqué sur leur site officiel. Ils ont parlé de votre initiative comme d'un événement orchestré, une parodie de procès où des dénigreurs de la technologie en agriculture et de Monsanto jouent à la fois l'organisateur, le juge et le jury, et où l'issue est connue d'avance. Alors, je peux tout à fait répondre. Déjà, sur l'issue connue d'avance, c'est faux. Personnellement, j'étais très favorable à cette question de reconnaissance de l'écocide et nous avons eu l'occasion d'en parler. Je dis, je n'en sais rien si les juges vont l'appliquer ou pas. Ils étaient en totale liberté et nous n'avions pas le droit d'être en contact avec eux en tant que membres du comité d'organisation. Événement orchestré par des personnes qui sont contre la technologie, pas spécialement. Il y a différents profils. Et je pense que juste on ouvre à voir qu'il y a d'autres manières aussi de prôner l'agriculture. Moi, je crois que Monsanto confond dans son jugement, si je peux, on parle de jugement, il confond les organisateurs du tribunal Monsanto, qui sont pour la plupart issus de la société civile, enfin qui sont tous issus de la société civile, mais en différents noms, différentes professions, qui ne sont pas forcément opposés à la technologie. C'est là où on voit, ils sont sans doute opposés. Tout le comité d'organisation a vraiment des préventions contre Monsanto parce qu'on travaille sur les thèmes où on voit comment Monsanto a agi depuis des années. Et en réalité, c'est pour ça que nous est venue l'idée d'un tribunal. En revanche, et c'est ça l'originalité, je reviens sur ce que vous disiez sur le tribunal Russell au début de l'émission, ce qui est intéressant, c'est que nous avons demandé à des spécialistes du droit de juger. Ce ne sont pas des philosophes, ce ne sont pas des historiens, ce sont soit des juges, soit des universitaires dans le domaine du droit. Ouais. Donc ce qui a été, en quelque sorte, ceux qui ont répondu aux questions juridiques ne faisaient pas partie du comité d'organisation et ont travaillé en totale indépendance. Monsanto a essayé d'ailleurs comme vous le lisez, de montrer qu'en réalité il y avait une sorte de collusion générale et a prétendu, y compris, que la présidente du comité d'organisation était aussi une des juges. Ils ont dû retirer ça de leur page web parce que c'était complètement faux et ils s'attaquaient effectivement à une ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'était pas la chose à faire, mais je crois qu'il faut vraiment faire la séparation entre des gens comme moi, si je puis dire, qui me suis engagé dans ce tribunal parce que j'espérais que, effectivement, on arrive à une opinion qui montre les atteintes à l'environnement par les activités de cette compagnie. Mais les juges auraient pu en décider tout à fait autrement. Okay. Il y a un autre point qui je trouve important. Vous avez lancé ce tribunal qui est une initiative inédite, très intéressante, qui renouvelle des formes d'engagement, qui pose des questions aussi du rapport à l'expertise dans le débat démocratique, etc. Et en même temps, quand on regarde l'un des grands feuilletons à Bruxelles du moment, le glyphosate, on est un peu obligé d'en parler tout de même. Là, la dernière décision de la Commission, c'est qu'ils ont encore prolongé, si je ne me trompe pas, jusqu'à la fin de l'année, le fait qu'on pouvait utiliser du glyphosate, donc qui est cette substance qui est notamment dans le Roundup de Monsanto dont vous avez parlé il y a quelques instants. Et donc finalement, on se dit, OK, il y a ce travail juridique passionnant, important, etc. Et en même temps, visiblement, il y a du côté des décisions à Bruxelles, ça n'a pas beaucoup d'impact et il y a du lobbying ou d'autres choses qui pèsent davantage. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois qu'il y a différentes échelles de temps
sur ces questions. Et j'allais dire, on ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps maintenant, mais la Commission européenne est obligée de prendre des décisions avant la fin de l'année, parce que sinon, on n'utilise plus le Roundup et c'est, entre guillemets, la catastrophe chez un certain nombre de tenants de l'agriculture industrielle. Donc, il y a des décisions qui doivent être prises très rapidement. Aujourd'hui, il est vrai que la Commission est beaucoup plus sensible au lobby de l'agrochimie. On le voit sur le glyphosate et on le voit sur les OGM, on le voit sur beaucoup d'autres substances, sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'effectivement, la réflexion des juges sur les atteintes les atteintes provoquées par les activités de cette compagnie n'ont pas encore atteint les responsables de la Commission, qui prennent des décisions purement techniques. Mais du coup, d'une question stratégique, est-ce que la bataille, elle est aujourd'hui juridique sur notamment la définition de l'écocide, ou est-ce que c'est une bataille aussi de mise en lumière de la puissance du lobbying de Monsanto, encore plus depuis que ça a été racheté par Bayer et que ça devient un espèce de géant encore plus important. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez, ça, par exemple Oui, mais je crois que quand vous vous battez pour un environnement plus sain et pour arrêter les activités polluantes sur la planète de ces compagnies, vous êtes obligé de considérer à la fois le court terme, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'obtenir l'interdiction d'un produit aujourd'hui, mais et les écologistes, on l'a encore vu récemment dans les élections, ce ne sont pas eux qui décident au niveau des décisions qui sont prises, malheureusement. Donc il faut prévoir le long terme, il faut prévoir la réparation, il faut prévoir la reconnaissance de l'écocide pour ne pas que, ad vitam aeternam, ces compagnies puissent avoir des comportements qui sont néfastes sur les écosystèmes. Et il faut en même temps, au jour le jour, aujourd'hui, montrer, et si on parle du glyphosate, comment les décisions sur le glyphosate sont l'objet d'un lobbying absolument intense des compagnies. On l'a vu, vous avez vu des publications dans les journaux dans les semaines qui sont passées sur qu'est-ce qui se passe à l'Environmental Protection Agency des États-Unis, qu'est-ce qui se passe à l'Agence européenne de sécurité des aliments, ou encore il y a 2 jours, on vient de montrer que la moitié environ des panels des scientifiques ont des conflits d'intérêts. Donc il y a ces 2 choses à résoudre en même temps. Qu'est-ce que là-dessus, Émilie Gaillard, sur l'écocide et le très long terme, est-ce que ça a des chances de bouger à court terme sur la Cour pénale internationale? Moi, je pense que ça va bouger, j'en suis fondamentalement convaincue. Après, le temps, je ne peux pas le définir, mais rappelons aussi deux événements qui ont marqué juste avant le tribunal et juste après. Juste avant, en septembre, alors que je peux le dire, dans le comité d'organisation, il y avait certains qui disaient « Vous êtes sûr pour l'écocide ?» Et on dit « Si, c'est important ». Et un mois avant, donc en septembre, la procureure générale de la Cour pénale internationale qui a rendu public un document dans lequel elle écrit qu'elle envisagerait et qu'il serait bon d'envisager de considérer les atteintes graves à l'environnement comme des crimes contre l'humanité. Donc ça, c'était un signal historique. Et de la même façon, un mois avant que l'avis consultatif soit rendu, surviennent les Monsanto Papers. Donc, il y a quand même, c'est comme vous savez, ce proverbe populaire qui dit « la vérité finit toujours par se savoir ». Je pense que c'est vraiment ça la leçon à tirer. Ce tribunal d'opinion est un momentum, a mis en évidence beaucoup d'éléments, à la fois juridiques et factuels, donne à la société civile des éléments juridiques clés en main, et l'opinion publique est clairement alertée. Maintenant, pour que ça survienne et que ça atteigne certaines entités décisionnaires, il y aura un temps. Mais je pense que là, on voit l'actualité, comme l'a dit Arnaud, le fait qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans une instance décisionnaire européenne et qu'il y a quand même des conflits d'intérêts, il y aura de toute façon un appel à la transparence, parce que c'est notre époque. Vous partagez le même optimisme là-dessus? Oui, oui, tout à fait. Je voudrais même rajouter, pour aller encore un petit peu plus loin, on est malgré tout, c'est un peu ça parfois où j'avais l'air moins enthousiaste, c'est qu'il y a un certain nombre de ces processus formels qui prennent du temps. Réformer la Cour pénale internationale, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On peut pas, mais il y a la prochaine Assemblée générale de la CPI, c'est au mois de décembre
de cette année, il y a des pays qui nous ont donné des indications comme quoi ils envisageraient de proposer des modifications de l'agenda de cette Assemblée générale pour commencer à discuter de la notion d'écocide. Jusqu'à présent, ce n'était pas envisagé. Depuis, en particulier grâce au témoignage des paysans burkinabés, par exemple, eh bien, il n'est pas impossible que l'on ait prochainement une réunion avec le gouvernement du Burkina pour évoquer cette question. Le gouvernement du Vietnam, ce qu'on a vu d'après une dépêche de la presse, donc je ne peux pas l'affirmer, mais on l'a vu dans la presse vietnamienne, le représentant du ministère des Affaires étrangères du Vietnam a, on dit welcome en anglais, s'est félicité des résultats du tribunal Monsanto et veut prolonger la réflexion sur la question de l'écocide, y compris parce que lorsque la question a été posée de la complicité éventuelle de Monsanto dans les crimes de guerre, les juges ont répondu qu'ils ne pouvaient pas l'affirmer en fonction des éléments factuels qui leur avaient été donnés, mais que Monsanto, ne pouvant pas ignorer l'impact de ces désherbants, cela pourrait éventuellement constituer un écocide. Donc il y a des choses qui bougent. J'espère qu'elles vont bouger, si je puis dire, pour terminer assez vite avant que la planète ne soit détruite. Mais je crois qu'il y a de l'optimisme et que ce tribunal permet réellement d'accélérer un certain nombre de choses. Merci à tous les deux. On va suivre ça et notamment les débats en décembre à la Cour pénale internationale. On sera très attentif à ça. Merci à tous les deux d'avoir fait le déplacement dans les studios de Mediapart et à bientôt sur le site.